ce lieu il est tellement atypique. Il y a 120 personnes qui travaillent tous les jours à Coco, il y a les 42 assos, il y a les personnes qui viennent manger le midi, il y a les 80 résidents. Allez viens, tu verras, c'est trop bien ici, tu peux manger gratuitement et tu peux boire gratuitement. Pourquoi on a pu le faire? Juste parce qu'on a utilisé un bâtiment en dehors des cadres du marché. Il faut savoir que la rue était morte avant. Toi, t'arrives, tu mets une résidence sociale dans un quartier pauvre. D'abord, c'est qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous n'êtes pas d'ici. L'ambition, c'était vraiment que tout le monde sache qu'ici, c'était un lieu ressource, qu'on puisse mutualiser tous ces outils. Comme si Coco avait été une maison pour longtemps pour plein de personnes. Tout le monde peut participer, tout le monde est bienvenu. La fermeture est très dure pour moi. Parce qu'un lieu comme ça, on ne trouvera plus à Marseille. Adieu les frères, je suis là. Ça débarque au port, pas besoin de formulaire. Ça vient de partout, chacun son vocabulaire. Ça se bouscule, tout le monde gère ses petites affaires. Ça crie à rat, je suis là. Pour moi, c'est des endroits qui nous permettent de montrer par le réel qu'on peut vivre d'une manière différente que ce que nous propose le monde d'aujourd'hui. C'est Coco, quoi. C'est le condensé de Coco. D'ailleurs, on dit à Coco. À Coco. À Coco. À Coco. À Coco Velten. À Coco Velten. On m'a dit que Velten allait fermer. Coco, c'est seulement pour l'hiver, j'espère. Dans le quartier de Belzins, à 2 pas du vieux port de Marseille, 1 millier de personnes ont rendez-vous pour une grande nuit de fête. C'est pas mal, là. Bah ouais, en vrai, c'est bien, on comprend. Ouais. Bravo. Ce soir, on célèbre une aventure qui a duré 5 ans, et que nous voulions vous raconter parce qu'elle est inédite. Tout s'est passé ici, dans 4000 mètres carrés de béton, labyrinthe d'escaliers, de petites et de grandes pièces, ancienne fabrique de bière. Ce bâtiment a longtemps abrité des services de l'État avant d'être déserté et enfin confié à un collectif d'associations et d'entreprises sociales et solidaires qui a réussi ce que beaucoup pensaient impossible. Au cœur d'une ville très tendance, mais aussi très inégalitaire, dans un quartier central qui cumule des urgences de logement, d'alimentation et de santé, ces femmes et ces hommes ont inventé un espace qui défie les mécaniques commerciales et immobilières. C'est un lieu où on habite, où on se nourrit, un lieu où on travaille, où on fabrique, où on se cultive, un lieu où chacun participe, qu'il soit pauvre, riche, artiste, start-upper, SDF ou étudiant. Bienvenue à Coco Velten. Dans l'énergie et l'émotion des 3 derniers mois de leur aventure, nous avons filmé ses occupants. Les cocos. Parce qu'il fallait témoigner de ce qu'ils ont inventé ici, parce que cela pourrait se reproduire ailleurs et inspirer la ville de demain. Salut Karim, ça va? Ça va, tu vas bien, tranquille? Vous connaissez Karim? Fin de l'année 2017, à une réunion, parce qu'on faisait des réunions avec l'association des commerçants en disant que voilà, va y avoir un projet, qu'ils allaient faire un tiers-lieu. Qu'est-ce que c'était qu'un tiers-lieu? Elle nous explique qu'il va y avoir des assos, une résidence. Je me suis dit, c'est bien, ça va créer du passage, du lien, enfin, ça va réveiller un peu le quartier dans ce sens-là, parce qu'il faut savoir que la rue était morte avant. Tu sais, un lieu de culture à côté de chez soi, où tu pouvais faire voir des gens mixer, tout ça. Dans le quartier, il n'y en avait pas trop, tu vois. Donc moi, j'étais un peu enthousiaste, mais dans le quartier, tu sentais un peu de réticence ou de méfiance. Enfin, ça interrogeait, tu vois. Après, au niveau des habitants, ils demandaient à voir. C'est qui ceux-là, tu vois. Les gens ont compris qu'ils étaient là vraiment quand ils ont ouvert. Coco Velten, c'est né d'une initiative de la préfecture qui a dit « Je veux tester la possibilité d'héberger des personnes à la rue dans des bâtiments de l'État ». On a installé de l'hébergement d'urgence, on installe une cantine, il y a une quarantaine de structures qui prennent place. Donc on peut ne pas comprendre et après on peut attendre trop de l'endroit. Donc à nous de gagner en voisinage. Mais au début, je comprends très bien qu'on nous dise « Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous n'êtes pas d'ici.
toi, tu arrives, tu mets une résidence sociale dans un quartier pauvre, là où cet îlot, c'était genre coupe-gorge. Tout le monde te voit arriver, tu as un public, il y a de la programmation culturelle gratuite, donc t'es qui? Il y a du trafic de drogue, pour certains, t'es même peut-être les condés, quoi. Quand tu arrives comme ça et que tu as des financements et que tu fais des végétalisations, des choses en bois, avant de voir le truc joli que tu apportes, d'abord c'est qu'est-ce qu'ils font, quoi. Le quartier de Belzins, c'est un quartier qui est emblématique de l'histoire des migrations à Marseille. C'est-à-dire que se croisent l'immigration contemporaine avec des demandeurs d'asile qui sont très présents sur le quartier, mais également les différentes populations qui sont là depuis plus de 60 ans. Donc le projet venait répondre à des urgences sociales, à une volonté de faire ensemble, de faire en commun. Et c'est pour ça que nous, on était très intéressés, très enthousiastes à l'idée de participer à cette expérience qui était un peu inédite à Marseille. C'est l'espace le plus accueillant dans lequel j'ai travaillé dans ma vie, quoi. Parce que j'ai eu travaillé dans des endroits où si une personne précaire rentrait, il fallait la chasser parce que ça collait pas avec l'image du lieu. Et là, c'est juste génial de se dire, ben non, tout le monde est accueilli, tout le monde est la bienvenue. C'est comme la tête d'un poulpe avec toutes les tentacules derrière. Pour moi, la cantine, c'est vraiment la tête du poulpe, quoi. C'est là où tout se passe, c'est là où toutes les rencontres se font, c'est là où toutes les personnes se mélangent. C'est là où la magie, elle s'opère en vérité, parce qu'aucune obligation de consommation, un accueil tout le temps bienveillant. Et du coup, ça crée des habitudes et il y a plein de gens qu'on revoit tous les jours, qui connaissent le lieu, qui invitent d'autres personnes à venir dans le lieu. Et c'est des petites bribes de phrases qui disent « Allez, viens, tu verras, c'est trop bien ici, tu peux manger gratuitement et tu peux boire gratuitement. » Et c'est vrai, tu peux manger gratuitement et tu peux boire gratuitement et tu peux manger à côté d'une personne qui travaille dans des bureaux et personne ne va te juger. Et c'est des petits moments comme ça, des petites bulles où la vie opère et elle s'opère plutôt bien, quoi. Voilà. C'est comme chez toi, hein, t'es chez toi? Ouais, mais n'oublie pas que je suis chez toi. Non, pas du tout. C'est chez moi, on est chez toi. Tout le monde est chez soi. Ça m'ira. Ben, on va passer par là. On va aller au premier étage. Il n'y a que nous qu'on a le droit de passer parce qu'on a un badge. D'accord. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on est des employés, mais c'est cool. Là, c'est une cuisine commune. Chacun cuisine. On se met dans la grande table, on mange en famille. C'est ça qui est bien. Là, c'est sanitaire. Okay. Les douches. Les apparts, ben, en fait, c'est ça. Il reste 4 personnes. Ici, il y avait une famille, il y avait une maman, et après, un peu plus loin, il n'y avait que des familles avec des enfants. Moi, j'habitais là, j'étais seul. C'est un peu le why. Ben oui, tu me vois là. Ouais. Là, c'est barbecue. Là, c'est Noël. Là, c'est toute l'équipe avec les résidents. C'est différent des autres foyers quand on n'est qu'avec des garçons. Parce que là, en fait, ici, c'est un foyer, mais ça vit. Comme il y a des enfants, pour moi, on vit en famille. Moi, je préfère. Il y a eu, grosso modo, 190 personnes sont restées depuis mars 2019. C'est pas un centre d'hébergement hommes ou femmes. Aussi bien des personnes en situation d'addiction, des postes carcérales. On a eu également des personnes victimes de violences conjugales. On a eu des personnes en attente de régularisation avec un récépissé. Mais sur Marseille, c'est le seul centre d'hébergement qui était adossé à un tiers-lieu. En plein cœur d'une ville. Le tissu social se crée plus facilement parce qu'on est moins isolé. On sort d'une résidence et boum, il y a du monde dans la rue. Ben, j'ai découvert des bonnes personnes et ça m'a donné l'envie de continuer
d'avoir confiance en moi. Là, je travaille à la rue Sainte, à la Roquette, et après, j'aurai un deuxième travail à Plus belle la vie, en tant que plongeur. Je sais que je peux réussir. Je suis fier de lui. Princesse? Oui. C'est la meilleure. Ça va? Un résident aussi. D'accord. Ah, elle cuisine très bien. On part vraiment en Afrique, là. Oui, et ma cuisine, c'est un peu spicy parce que nous, les Africains libériens, on mange beaucoup le piment. Le piment, c'est très fort, c'est chaud. OK. So, we need to start right now. Ici, à Coco, c'est comme une famille. Il m'a vraiment accueilli comme une famille. Et moi, comme quelqu'un fait quelque chose de bien pour moi, je n'oublie jamais. Oui, je prends dans mon cœur. Ouais. Et Coco, c'est un peu ici et ça reste toujours dans mon cœur. Ouais. C'est ma famille. Ouais. Comme vous avez pu le voir, on sert des repas, à peu près 130 repas, tous les jours. C'est pratiquement que du local et on cuisine tous les jours des légumes frais. Donc on a des bénévoles qui viennent du mardi au vendredi de 9h à midi pour aider la cuisine. Ils partagent un moment convivial avec nous. Allez, Zou. Steve, tu restes au bar? Dites-moi, monsieur. Bonjour. Ce qui est boisson du bar, principalement, c'est que du bio, c'est que du circuit court et aucune marque commerciale. Enfin, on vend le moins possible de marques commerciales pour rester un peu dans le côté éthique du lieu et les valeurs qu'on veut défendre. Et les gens qui veulent offrir un repas nous disent on veut offrir un repas, nous on note un trait et on sait qu'on a un repas suspendu d'offert. On dit il y a 10 repas suspendus qui sont mis dans le tableau automatiquement par nous. Mais la réalité fait qu'il y a beaucoup plus de personnes que 10 qui viennent demander des repas suspendus. Là je crois qu'on en a servi 20. Début 2020, on est à peine arrivé, on est enfermé pour Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le quartier 10 jours après le confinement? Ce qu'on a fait, on a transformé ce lieu en épicerie solidaire. On stockait, on trouvait les financements. Ça a créé comme un espace d'utilisation de ce lieu par tout le monde, par des gens qui habitaient la rue et qui venaient faire à manger pour des gens qui habitaient la rue aussi, pour se nourrir, parce qu'en échange, on offrait un repas. Donc aujourd'hui, la maraude continue. Ici sont produits les repas pour la maraude d'épée qui distribue vers le secteur de Saint-Charles. Et les mercredis, ça part dans les hôtels du quartier. On appelle ça les hôtels d'urgence. Ils sont logés les gens, mais malheureusement, ils n'ont pas accès à des cuisines. Alors ce soir, le menu qu'a préparé la team cuisine, c'est un couscous végétarien. Et aujourd'hui, la cuisine a été hyper cool. Il y a des gâteaux aussi qu'on va pouvoir distribuer. Là, il y a 80 repas qui seront servis. Et après, on charge tout dans ce caddie de fortune qu'on a un peu tuné. Et faut savoir que Marseille, c'est une ville un peu vallonnée et franchement, ils ont des mérites, les bénévoles qui font la distribution. Ici, on est dans l'atelier partagé de Coco Velten, qui est au sous-sol du bâtiment. Et on est dans un atelier qui a un pôle bois, un pôle métal et un pôle peinture. Depuis 5 ans, on a un bilan de plus de 500 personnes qui sont venues côtoyer cet atelier. Donc là, on pouvait venir réparer son vélo, fabriquer tout un tas d'objets pour des projets personnels ou professionnels. Cet atelier, il a aussi servi à l'usage des chantiers participatifs. On a beaucoup travaillé avec les jeunes du quartier. Le but, c'était vraiment de faire de la formation, de la passation et faire en sorte que tout le monde sache qu'ici, c'était un lieu ressource et qu'on puisse mutualiser tous ces outils.
coup, on est ici ce soir pour l'inauguration d'un chantier participatif que je mène depuis 1 mois. D'où ce grand bac qu'on a installé, mais aussi un banc pour faire un aménagement de cette place qui est très inoccupée, qui est très minérale. On a installé tout notre matos de bricolage, nos scies, nos visseuses, etc. Je mets là et ensuite je viens vérifier. Là, hop, je remonte. Et ensuite, on a eu des gens qui sont juste passés sur le chantier et au fur et à mesure qui sont venus, qui sont restés, qui nous ont aidés. Je dirais qu'à la fin, on était presque une quinzaine à chaque chantier. Oui, c'est moi qui ai organisé ça. C'est la fête à Isis. Ah, c'est ta fête? Ouais, c'est pas ma fête. J'ai surtout hâte de revoir les 3 jeunes et 3 éducateurs avec qui j'ai travaillé. On a vraiment créé un... Enfin, c'était tellement de bonne humeur, on avait de la musique, tout le monde mettait sa playlist et en fait, c'était juste un moment hyper agréable. On part du vide, hein, on part de rien, parce qu'il y avait rien. Là. Il y avait les poubelles. Voilà, il y avait les poubelles. Ouais, je suis né ici, donc ici c'est mon quartier. Ouais, bien sûr, on est fiers, on est toujours fiers quand on se crée un truc, quelque chose. Donc ça fait plaisir, c'est pour le quartier. En plus, il y a beaucoup de monde qui sont venus. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait plaisir, en tout cas. Tout se passe très bien. Plein de gens qui arrivent, c'est trop chouette. On m'a dit que Velten allait fermer, Coco, c'est seulement pour l'hiver, j'espère. Ah ouais, oh là là, c'est carnage. Salut Hamza, ça va? Bah écoute, chantier. On dirait qu'il y a une tempête qui est arrivée quoi. Ce toit, il a toujours été un peu secret, sans lettres quoi. Il a toujours été ouvert au public tout le temps. Il y a eu des expos, il y a dû y avoir quelques fêtes pirates quand même. Oui, le premier élément qui a été construit sur le toit pour le jardin, c'était la serre pour faire les semis, etc. Il y a toujours eu du terreau, des graines, des pots, etc. Bon alors, faut les imaginer avec plein de fleurs et tout. Là, l'idée, c'était aussi de faire du lien avec les jardins alentours. Il y a des jardins familiaux, il y a des centres sociaux, il y a des écoles. Il y avait des groupes où tu avais une Tunisienne, une dame du Kyrgyzstan, aucun langage commun. Ils apprenaient tous le français et c'était incroyable de voir les mêmes mains dans la même terre en train de planter des plantes ensemble. Là, tu te dis, ah bah il y a quelque chose qui s'est passé quoi. Si tu devais associer un personnage au toit, sur la durée de Coco Velten, c'est Hamza. Hamza, il a vu le toit se faire et se défaire. Ici, au Cabano, d'ailleurs, sur tout le toit, tout le monde, sans exception, aime cet endroit. Les vieux, les femmes, les hommes, les enfants, même les animaux. C'est un lieu de biodiversité par excellence, d'écosystème, de symbiose et aussi, surtout, un lieu de la fameuse société inclusive que tout le monde, bien sûr, prétend. Je suis sûr et certain que tout le monde pense ce que je pense. Juste moi, je le dis. Ça, c'est très important. En tout cas, ce petit endroit, c'est vite devenu un hotspot des résidences d'artistes. Il a accueilli bon nombre d'expérimentations. Toutes les semaines, il y a eu des événements, des résidences, des concerts, enfin des conférences. Et que si c'est un projet dont on fait bouger le curseur vers plus de social au détriment de moins de culturel, il peut y avoir une perte d'équilibre.
On veut gagner du temps, il finit par se perdre. Au final on se ment et les choses deviennent aigres. Je veux l'oublier, je continue d'y penser. Ma vie n'est pas romantique, plutôt déjà chaotique. T'as tout ce côté rap avec les jeunes du quartier qui viennent faire des ateliers d'écriture, faire des scènes ouvertes. Et en fait, on a essayé de monter ce truc-là pour que ici ce soit un peu leur finalité, leur scène officielle entre guillemets, et avec notre public. Moi toute seule qui termine le boulot. On va bien se mélanger, y'a plus rien qui nous sépare dans un sens. J'ai pas de dérange que je suis validé de pouvoir. Je veux qu'ils se célèbrent en petit à petit à petit et célèbrent. Mais oui, célèbrent, c'est sur ton célèbre, c'est bon. Los cruzazanos llevados al río hay, pensando que eran vacas, silbaban las aves. Rodrigo Martínez Adán Garrido, Rodrigo Martínez Adán Lozano. Los cruzazanos llevados al río hay, pensando que eran vacas, silbaban las aves. On a une carte blanche pour tout le mois de novembre, donc le dernier mois de programmation à Coco. Et on a décidé ensemble d'inviter des artistes avant que ce lieu ne parte en travaux pendant 2 ans. Donc il y a une petite résonance qui est un peu drôle derrière tout ça aussi. Comme si Coco avait été une maison pour longtemps pour plein de personnes. Et là, on a tous ces petits éléments. Donc voilà, on a l'impression d'entrer dans quelque chose, dans une maison. Et d'une maison en travaux aussi. Parce que là, il y a Tilda qui nous fait donc ces placos et qui a aussi recouvert des cartons avec un papier boisé et qui va offrir ensuite ces cartons à des assos qui en auront besoin pour déménager. Donc ce qui est marrant en fait, c'est quand on fait des cartons, on se rend compte qu'on a fait quand même pas mal de choses. Tac. Donc là c'est déménagement, fin de l'histoire pour nous. Enfin on continue après mais on va chercher un autre local du coup. On a quand même pas mal de petites histoires ici. Tac, ça c'est les cadres. Je pense que c'est la dernière fois qu'on vient là. Non. Non? On dit pas un peu au bureau? Non. On a un petit rituel pour dire au revoir aux espaces. À tout à l'heure. Je m'occupe des 40 structures qui ont leurs locaux d'activité au sein de Coco Velten. Des artisans, des entreprises engagées, en fait, faire en sorte que ces structures participent à la vie quotidienne du lieu, à la programmation culturelle et avoir des interactions avec les résidents côté résidence sociale. Je vais te jeter tout ça, moi. À chaque état des lieux de sortie, il y a toujours ah c'était bien quand même ce qu'on a vécu ici. Il y a forcément oui il y a de la tristesse, mais ça reste quand même super positif. Et puis je crois que le lien sera maintenu en fait au-delà de Coco, c'est-à-dire ça dépasse ces 4000 m², ça existera ailleurs avec d'autres espaces de rencontre. Pour certaines, elles réintégreront peut-être le bâtiment. Désolé, tout est irrationnel. Une autre vérité se cache derrière le soleil. Sois pas désolé, tout est irrationnel. C'est un des projets les plus longs qu'on a vécu avec Yes We Can. Et on sent les fins de projet, il y a beaucoup d'émotions parce que ce qu'on quitte, c'est un lieu, mais c'est un quotidien. Je pense que toutes les personnes, il y a à peu près 200 personnes, je pense, qui viennent à peu près tous les jours dans Coco Velten. Toutes ces personnes, ils ont des attaches à ce qui se passe chaque jour. Personnes qui croisent, l'accueil, quelque chose d'assez lumineux. Donc là, on quitte cette lumière. Je suis venue à Coco depuis 4 ans et demi. Je fais la cantine avec la maraude le mercredi et vendredi. J'ai fait des shows de danse. Je participe au bar aussi, bénévole. Je crois que ce soir, il y a la scène ouverte et je pense que je vais participer. Je vais dire juste 2 mots peut-être pour les femmes battues. Parce que moi, je l'ai été. Et danser.
ils savent très bien que la fermeture est très dure pour moi. C'est un beau cadeau qu'ils me font en ce moment parce que je suis vraiment triste que ça ferme. Vraiment parce que je me dis d'autres associations, il n'y en aura pas comme ici, je pense pas. Quand on se rend utile, on existe. Donc pour des personnes fragiles, de contribuer à faire exister un endroit, que ce soit par du chantier, du bricolage, du jardinage, de la cuisine, du service, c'est réhabiliter les personnes et donc se redonner la possibilité d'être ensemble. Steve, c'est une personne qui est arrivée il y a 5 ans et qui avait des gros problèmes d'alcool et qui était totalement... 5 ans après, il a arrêté l'alcool et il travaille avec nous, quoi. Il le fait super bien, quoi. Après, au début, tu as vu, c'est bizarre. Quand on a su la fin du projet, c'était qu'est-ce que devenaient les populations qu'on accueillait tous les jours. C'est pas des personnes qui viennent une fois par semaine, c'est des personnes pour qui le lieu est vraiment un lieu de vie. Et du coup, on a travaillé sur une fresque où on pouvait voir des lieux similaires à Coco-Velten, en fonction des quartiers des personnes qu'on accueille, pour pas que ce soit brutal, la fermeture de Coco. Et, on a Hamza là-bas, qui lui est encore dans le déni, il est persuadé que Coco va pas fermer. Mais en tout cas, on œuvre pour que toutes les personnes qu'on accueille et dont on connaît les habitudes puissent derrière trouver d'autres lieux où ils vont trouver un peu cette chaleur qu'ils avaient à Coco, quoi. Après, quand ça sera fermé pour de bon, qu'il n'y aura plus personne, j'ai la Marmite Joyeuse. C'est un restaurant. Moi, je vais habiter au village des Cailloles. On a eu, depuis la date officielle de fermeture, 70 personnes à reloger. Aujourd'hui, elles le sont toutes. Et la dernière famille qui va quitter ce magnifique lieu, c'est une maman qui est enceinte. Donc le dernier qui quittera ce lieu, ça sera un bébé en voie de naître. Ouais, c'est bon, là, je trouve que c'est une bonne idée en fait. Bonsoir, je vous propose qu'on commence. Que pouvons-nous apprendre de Coco-Velten à quelques jours de la fin de Coco-Velten? Donc Coco-Velten, tel qu'on connaît nous depuis 5 ans, tire sa révérence, mais à ce départ ne succède pas un vide. Nous on part, mais la ville s'est organisée pour faire racheter le bâtiment par son bailleur social et va prolonger 100% de tout ce qu'on a développé ici. Nous, on garde la cantine solidaire, on garde les locaux associatifs, on garde le CHRS, mais on va rajouter un accueil de jour et on va rajouter des logements sociaux, puisqu'on a aussi une ville qui manque énormément de logements sociaux. Donc c'est vrai qu'on va avoir un projet qui, de fait, sera plus global, puisqu'on rajoute des éléments, mais on garde aussi quelque part la recette qui a fait que Coco-Velten a bien fonctionné. On va rénover intégralement le bâtiment, donc ça va être des travaux quand même assez lourds. Mais on a vraiment à cœur que fin 2025, on puisse ouvrir le bâtiment et être le lieu de vie qu'il était déjà dans le quartier et encore plus. En fait, quand on regarde toute la richesse de ce qui a été produit, pourquoi on a pu le faire? Juste parce qu'on a utilisé un bâtiment en dehors des cadres du marché, sans l'acheter, sans le louer. Ça a produit des emplois, du lien, de la bonne santé, de l'apaisement dans le quartier. Tout ça parce qu'on nous a mis un bâtiment à disposition. Donc ça me paraît indispensable d'être capable de soustraire au marché immobilier classique des endroits suffisamment grands, plusieurs milliers de mètres carrés, pour qu'ils deviennent ces mini-mondes généreux, inventifs.
Et ça, on devrait avoir 1% de l'espace bâti qui est réservé à être ces endroits qui produisent demain. Alors, le modèle économique de Coco, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire. On est à 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, on s'autofinance. 1 tiers, on veut des financements extérieurs de soutien. Donc nous, on réclame qu'il y ait des financements réguliers qui viennent de la ville et de l'État pour qu'ils aient prise avec la réalité de terrain et qu'ils soient capables de porter un regard d'observateur. On peut justement aller là où les pouvoirs publics ont un petit peu plus de difficultés à aller. C'est des projets tellement hybrides, tellement nouveaux, qu'en fait, ils ne peuvent pas les faire rentrer dans une case. Coco Velten, c'est ni de la culture, ni de l'agriculture, ni des bureaux partagés, ni d'un incubateur. C'est un peu tout en même temps. Nous, ce qu'on a soutenu au niveau de la Fondation de France, c'était toute la partie coordination de Coco Velten, justement, parce que travailler ensemble à plusieurs structures, c'est pas toujours simple. Il faut simplement établir une méthodologie de travail. Super, on peut se prendre un temps la semaine prochaine. Ouais. Mais sur la réunion du vendredi, non, mais comme du mercredi prochain. Coco Velten en interne, c'est un espace de confrontation. C'est confronter nos regards, c'est confronter aussi notre vision entre un travailleur social, une personne qui est chargée de programmation culturelle et un cuisinier dont la préoccupation va être la composition des menus de la semaine. Donc voilà, ça a apporté de l'incompréhension, de la discussion. Nos métiers en fait, à l'intérieur de Coco Velten ne sont pas les mêmes. Parfois, il a fallu négocier sur des sujets qui pouvaient soit porter à défaut de certains usagers ou usagères à la cantine, ou mettre en péril, enfin péril c'est un grand mot, mais faire aussi un peu défaut au travail social. On a eu affaire à une équipe qui était sans cesse en train de se questionner, et puis qui avait surtout une vision. Il n'y aura pas 2 Coco Velten, mais par contre l'idée de collaborer à plusieurs structures, elle peut se déployer à Marseille, dans d'autres sites, ou ailleurs en France. C'est parti, en route. Il faut qu'on continue de gérer des lieux, d'être en première ligne, d'être sur le terrain, continuer à inventer, à améliorer nos méthodes. On est là, on est à Marseille, on est aussi ailleurs, on est beaucoup à Paris, on a 10 années d'ISUCamp, on a plein de collègues, cousins, cousines qui ont aussi parfois même des décennies d'existence. Je pense qu'on s'inscrit dans l'affiliation avec l'EducPop, avec l'agriculture biologique. En fait, c'est les mêmes démarches dont on voit qu'elles mettent du temps. Aujourd'hui, elles sont éparses, mais elles peuvent un jour être davantage reliées par une pensée commune. Et cette pensée, derrière, elle pourra être capable de solliciter des financements et des conditions réglementaires juridiques qui lui permettent de ne pas être traitée pareil que l'économie conventionnelle, dont on sait qu'elle nous mène dans une impasse. Donc ouverture de la soirée à 18h. Parce que moi j'ai entendu parler d'une jauge avec des chiffres que je n'imaginais même pas. C'est quoi les chiffres? C'est quoi, ouais? Bon, on m'a parlé d'entre 900 et 1200. Ah ben ça, ouais. On a toujours dit on ne laissera pas un bâtiment vide, donc c'est jusqu'au bout quoi. C'est de 18h à 6h du mat. C'est sur une amplitude de 12 heures. Il y a 12 heures de fête. Pour clôturer Coco Velten et finir avec cette belle histoire, on a décidé de faire une grosse soirée festive avec plein de choses qui ont fait un peu l'animation de Coco Velten pendant 5 ans. Il se prépare, c'est un au revoir, bagage en main, de nouveau le lendemain, au bord de mer, un ciel bleu lunaire, adieu les frères, je suis là, ça débarque au port, pas besoin de formulaire, ça vient de partout, chacun son vocabulaire, ça se bouscule, tout le monde gère ses petites affaires, ça crie à rap, je suis là. Vers 2h du matin, nous nous sommes éclipsés de la plus grande fête jamais organisée à Coco Velten. Elle a duré jusqu'à l'aube, comme un instant suspendu pour celles et ceux qui ont participé à démontrer, en 5 années, qu'une autre façon d'habiter les villes était possible. Beaucoup n'apparaissent pas dans ce film qui leur est dédié. La place se remplit, y a un petit concert, mais voilà l'autre casse-couille que t'as vu hier. Rendre fou par ici, c'est impopulaire, dis-moi quoi faire, je suis là. Le couteau papillonne dans la poche arrière, belle caresse, incoming à la jugulaire. Ça drink cocktail, noix de coco par habitude, Andros, la force du sud. Crocodile, logo, cheveux en arrière, le poids qui serre,
prêt à te monter en l'air. Coolin de gangsta, Sunday Paradise, c'est jour de paye. J'suis là, les chaînes brillent toutes autour du cou. Le soleil frappe fort autour de nous. Color Eldorado au bord de mer. Sa mère, j'ai tout cramé, j'suis à découvert. C'est coco, quoi. C'est le condensé de coco.